Hello tout le monde, comment vous allez? Bienvenue sur notre chaîne Twitch. Comme d'habitude, toutes les semaines, on vous retrouve pour un live autour des métiers. Excusez-moi pour cet écho. Comme d'habitude, je me trompe. Mais dites-nous quand même comment vous allez malgré ça. On est aujourd'hui avec plein de professionnels hyper cool, vous allez voir. Qui travaillent avec nos amis les bêtes. On vous propose aujourd'hui un live sur les métiers autour des animaux. Dites-nous si vous êtes enchantés de cette nouvelle-là, si vous voulez travailler avec les animaux plus tard, voilà, pourquoi vous êtes là avec nous, qu'est-ce que vous avez envie de savoir. N'hésitez pas à poser tout au long du live vos questions dans le chat. Comme je disais toutes les semaines, Hello Charlie vous propose un live sur une thématique d'orientation ou de métier. Donc on est en live sur Twitch, on peut être en live aussi sur Discord, c'est là où on est le plus actif en tout cas tout au long de la semaine. C'est une communauté qu'on a créée pour vous puissiez nous poser des questions sur votre orientation, sur des formations ou sur Parcoursup, ou là en ce moment sur l'actualité hyper chaude pour les nouveaux étudiants qui est la recherche de logement. D'ailleurs on vous parlera à la fin du live d'un rendez-vous que j'ai à vous donner là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Et donc, sans plus tarder, on commence tout de suite notre live sur les métiers autour des animaux. Et je vais commencer par faire un tour de table. Comme vous voyez, on est nombreux aujourd'hui à vous parler des animaux. Donc, on a Anaïs, Marion, deuxième Marion, Delphine et Honorine. Qui sont là, qui sont en pleine forme, qui ont hâte de répondre à vos questions. Donc toi, Anaïs et Honorine, vous faites partie de l'association Sans Croquettes Fixes. Anna, toi, tu es présidente de l'association. Toi, Honorine, tu es bénévole et tu es accessoirement aussi alternante chez Hello Charlie en communication. Quel hasard. Anaïs, si tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ce que c'est l'asso. Voilà. Ok, alors moi je m'appelle Anaïs, dans l'asso tout le monde me connaît sous le nom de Nana, pour ceux qui n'avaient pas mis une tête sur un nom. Comme Honorine, je bosse dans la com en plus de l'asso. Et l'association Sans Croquettes Fixes, c'est une association de protection animale basée à Lyon qui vient en aide aux chats, aux chiens et également aux propriétaires d'animaux qui sont un peu dans des situations compliquées afin de limiter au maximum l'abandon des animaux. Ok, super. Et donc toi, Ono, tu es bénévole dans cette association depuis combien de temps ? Très bonne question. Ça doit faire bientôt un peu plus de 3 ans maintenant que je suis active au sein de l'association. Et j'ai commencé en tant que famille d'accueil au tout début parce que la présence animale me manquait beaucoup en arrivant sur Lyon dans mon appart. Je me suis retrouvée, j'étais en coloc donc j'étais pas toute seule, mais j'ai toujours grandi avec des animaux et cette présence me manquait beaucoup. Donc j'ai commencé par être famille d'accueil pour DDF et de fil en aiguille, je me suis investie de plus en plus et je me suis retrouvée bénévole. Super, donc on va voir pourquoi on a voulu convier une association à ce live-là, parce que être bénévole dans une association, ça peut être un très bon moyen pour vous de découvrir le milieu rien qu'en tant qu'étudiant aussi, parce que toi, Honorine, tu es encore étudiante. Donc voilà, c'est un bon pilier. Et d'ailleurs, toi, Delphine, plus tard, tu nous en parleras aussi de ce petit conseil-là. Toi, aujourd'hui, donc tu es taxi ambulancière et tu t'occupes aussi de garder des animaux. Voilà, si tu peux me dire aussi en quelques mots, te présenter rapidement ton parcours parce qu'il est relativement atypique. Ok, d'accord. Donc moi, j'ai 47 ans, donc je suis un peu la plus vieille, je pense. La doyenne du live. Et bon, en fait, moi, j'ai commencé par du bénévolat il y a une quinzaine d'années dans la protection animale, que je continue toujours en parallèle. Et donc, c'est ce qui m'a donné le goût de travailler avec les animaux. Et j'ai décidé il y a 4 ans, donc à 43 ans, de professionnaliser ce que je faisais. Voilà, donc j'ai monté ma structure de taxi ambulancier animalier et de garde d'animaux. Voilà, sur Lyon et alentour, puisque par définition, le taxi se déplace et je peux aller très loin, comme faire des petits déplacements locaux.
Voilà. Ok, super. Bah, écoute, c'est vrai que c'est un métier assez atypique, en tout cas quand on pense au métier autour des animaux, taxi ambulancier. C'est pas forcément ce qui nous vient à l'esprit en premier lieu. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous connaissez comme métier en lien avec les animaux. Dites-nous voilà ce que vous avez, ce qui vous passe par la tête. Merci beaucoup Delphine. On se reparle juste après. Ne t'inquiète pas pour en apprendre un peu plus sur ce que tu as fait comme études, ton parcours pro, ta reconversion aussi. Je vais passer à Marion Masseuse. Alors désolée, on a 2 Marion aujourd'hui en invité, donc on s'est mis d'accord avant le live pour distinguer nos 2 Marion. Donc Marion, toi tu es masseuse, chiens et chevaux. Voilà, si tu peux te présenter aussi pour nos viewers. Moi je suis Marion, j'ai 30 ans. Je suis devenue masseuse aussi à la suite d'une reconversion professionnelle. Ouais. J'ai toujours en fait été cavalière depuis toute petite et je voulais trouver un métier avec les chevaux à la base, qui soit un petit peu différent, qui sortent du lot. Et j'ai découvert le métier de masseur et surtout une formation qui permet de masser autant les chiens que les chevaux. Et banco, je suis partie là-dedans et voilà, petit changement de vie. Ouais, effectivement, ouais, c'est cool. C'est cool aussi, la reconversion, ça existe, quoi. On peut à tout moment de sa vie. Toi, Marion, donc c'était le déclic des 30 ans. Toi, Delphine, tu nous disais que c'était la crise de la quarantaine. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'âge, il n'y a jamais d'âge. C'est ça. Et donc, on essaiera de creuser aussi un peu comment vous avez fait ce cheminement et quel a été le déclic pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Et donc, Et toi, Marion, donc notre deuxième Marion, tu es zoothérapeute. Qu'est-ce que tu peux aussi te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, donc Marion, 29 ans. Donc, à la base, moi, je suis aide-soignante de profession. Donc, après quelques années en tant qu'aide-soignante et grâce à ma chienne qui m'a un peu fait changer de voie, je me suis dit, bon, il faut mêler les deux. Puis, j'ai toujours eu des animaux toute ma vie. Et je me suis dit, comment pouvoir réussir à mêler les deux? Et c'est le début un peu de la zoothérapie, médiation animale, il y a les deux termes. Et je me suis dit, je vais me former à ça. Donc, j'ai créé mon entreprise en 2018. Et en gardant mon poste d'aide-soignante au même moment, donc j'alternais. Et en février de l'année dernière, j'ai quitté mon poste d'aide-soignante complètement pour me consacrer entièrement à la zoothérapie. Donc la zoothérapie et médiation animale, c'est vraiment d'utiliser l'animal dans le soin auprès des gens. Donc ça peut être autant pour des personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des enfants hospitalisés, des adultes hospitalisés. Voilà, ça peut toucher un petit peu tout public. Donc, et moi, j'interviens donc à la maison. Là, j'ai une chienne, une colombe, 5 lapins et 2 cochons d'Inde. Voilà. Oui, on va faire un petit tour aussi. Est-ce que vous avez des animaux chez vous? Delphine, j'ai vu que tu avais un chat qui passait derrière toi tout à l'heure. Oui, j'en ai pas qu'un. Ah, d'accord. J'en ai plusieurs. Ouais. Est-ce que tu as d'autres animaux? Comment? Est-ce que tu as d'autres animaux à part tes chats? Alors, j'avais une chienne que je n'ai plus, qui est décédée. Mais non, là, je n'ai que des chats. Ok. Et toi, Anaïs, est-ce que tu as quelques chats avec toi? Alors, moi, j'ai mon chat qui est en train de regarder le live Twitch juste à côté de moi sur mon ordinateur. Yes. Donc, elle regarde vraiment avec attention les petites têtes qui bougent. Et sinon, j'ai aussi 2 chiens qui sont chez ma maman. D'accord. Ok. Voilà. Et toi, Marion, est-ce que tu as des animaux avec toi? Marion Masseuse, pardon. Est-ce qu'on n'a pas perdu Marion Masseuse? Je crois qu'il y a un problème de connexion. Ah, excusez-moi. Ok, pas de souci. Et toi, Honorine, je sais qu'aussi tu as plusieurs compagnons. Oui, alors j'ai Annette, qui est une minette que j'ai adoptée via l'association, que certaines doivent connaître via les réseaux sociaux. Et actuellement, j'ai en famille d'accueil un jeune chat qui a été récupéré dans la rue, qui s'appelle Samy, et qui est actuellement en sociabilisation chez nous. Ok,
Ça marche. Alors, on a une invitée supplémentaire qui est arrivée sur le Skype, je le dis pour Mathilde, si tu peux l'ajouter sur le stream. Bienvenue, Colline. En tout cas, je te dirai quand tu es en live. Il n'y a pas de souci pour le contretemps, ne t'inquiète absolument pas. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Plus on est de fous, plus on rit sur ce live-là. En t'attendant... Ah, c'est bon, Marion Masseuse, tu es revenue. Ouais, désolée, j'ai eu un petit souci. Il n'y a pas de problème. Eh bien, écoute, termine la boucle. Est-ce que tu as des animaux, toi, chez toi? Alors, j'ai un chat, oui. J'ai un petit chat qui est actuellement en vacances. Je ne peux pas vous le présenter, mais... Ok. Eh ben, je vais te poser la question à toi. Justement, on parle beaucoup de métiers autour des animaux, de métiers passion. On a toutes visiblement un petit compagnon avec nous. Est-ce que voilà, tu as un avis sur est-ce que c'est un vrai métier passion? Est-ce que aimer les animaux, c'est primordial, enfin, je veux dire, au point de les adorer? Voilà, est-ce que tu as un avis et quelque chose à nous dire par rapport à ça? Je pense que déjà pour travailler avec les animaux, il y a forcément une passion derrière, sinon il n'y a rien qui nous tient. Ouais. Ensuite, souvent, je trouve que c'est des déclics d'avoir des compagnons effectivement avec nous au cours de notre vie. On se rend compte que voilà, ils ont une importance particulière. Ils font partie de la famille et ils nous aident à prendre quelques décisions, voilà, notamment dans nos métiers. Ouais, ils sont indissociables, ça c'est, je dirais. En tout cas, quand on travaille avec les animaux, je pense que c'est difficile de ne pas avoir un contact personnel avec eux. Après, je crois que j'en connais pas beaucoup qui n'ont pas d'animaux en fait et qui travaillent pas avec les animaux ou qui soient pas un minimum passionnés. Ou alors dans ce cas-là, c'est pas des gens qui vont rester quoi. Ok. Ça marche. Eh ben, écoute, j'enchaîne avec notre invitée supplémentaire, Colline. C'est bon, on te voit maintenant, tu es en live. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Toi, Colline, tu es éducatrice canin. Alors, est-ce qu'on dit éducatrice canin ou éducatrice canine? Moi, je dis les deux. Ah, ça va. Comme ça, je ne ferai pas d'impair. J'en profite pour saluer Anaïs parce qu'Anaïs, on se connaît, donc voilà. Coucou. Ah, trop mignon. Ah, ok, vous connaissez. Tous les jours. J'en apprends tous les jours. Donc toi, tu es éducatrice canin et éducatrice spécialisée. Colline, si on peut faire connaissance avec toi rapidement, si tu peux te présenter en quelques mots. Alors moi, du coup, donc à la base, j'étais éducatrice spécialisée. Donc je travaille avec des gens en difficulté depuis 10 ans, notamment beaucoup de personnes à la rue. Et en fait, il y a quelques années, j'ai réalisé que le chien était un moyen de rentrer en contact avec les gens absolument extraordinaires. Alors, je parle du chien parce que nous, on voyait beaucoup de personnes à la rue avec chien. Moi, à côté de ça, j'ai toujours évidemment adoré les chiens. J'en avais pas quand j'étais petite, mais je promenais tous ceux de mon quartier parce que mes parents n'en voulaient pas. Et du coup, je me suis dit, je vais rajouter une corde de plus à mon arc à mon premier diplôme. Et du coup, en 2015, j'ai passé mon brevet professionnel d'éducateur canin, qui est à ce jour le seul diplôme officiellement reconnu par l'État. Et mon souhait, c'était vraiment d'accompagner des personnes à la rue avec chien, à mon compte, via des associations, pardon. Et du coup, d'être à la fois à mon compte et d'accompagner une clientèle de particuliers qui ont des chiens comme vous et moi. Voilà. Donc, de faire les deux métiers, en fait. De ne pas faire que l'un ou que l'autre pour avoir une multitude de profils de gens à accompagner et de chiens. Okay. Et ok, donc toi, ce qui t'a fait ce déclic-là, c'est vraiment cette approche particulière avec les personnes, c'est ça? Ouais, moi, c'est vraiment social. Ouais, c'était les chiens, mais c'était aussi beaucoup les gens, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Justement, on en parlait, tu vois, le truc de est-ce qu'il n'y a que les animaux, finalement, dans le métier? Non, il n'y a pas que les animaux. Moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, je trouve que, en tout cas, en tant qu'éducateur canin, on répond quand même à la base à une prestation de service à des gens qui nous disent, voilà, j'ai un problème avec mon chien, et pour bien accompagner le chien, pour moi, il faut bien accompagner l'humain. Enfin, moi, c'est mon point de vue, quoi. Ouais. Et d'avoir un bon relationnel, et aussi d'être dans une posture de non-jugement. Ça, c'est pour moi, je pense que c'est peut-être ma déformation d'éduc spé, mais vraiment, les gens font souvent comme ils peuvent, en fait. Delphine, tu avais une approche aussi assez similaire sur la place de l'humain aussi dans ton métier, donc de taxi ambulancière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi
Pourquoi est-ce que l'humain est-ce qu'il est aussi important que les animaux dans ton métier? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais vraiment? C'est quoi ton métier, quoi? Bien sûr. En fait, moi, je suis souvent amenée à transporter des animaux parce que les personnes ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont soit âgées, soit en difficulté physique de le faire, soit qui n'ont pas de véhicule. Enfin, voilà. Et du coup, on crée. C'est des gens qui montent souvent avec moi dans le véhicule pour accompagner leurs animaux. Donc, on crée aussi un lien à l'intérieur du véhicule. Ça fait un peu une espèce de petite cellule psy. Parce que des fois, il y a des transports qui ne sont pas évidents, par exemple sur des fins de vie d'animaux. Quand j'ai une grand-mère, par exemple, qui accompagne son chien, qui vit toute seule avec lui depuis 15 ans et que son chien est en train de mourir, vous voyez, il y a des situations qui se jouent voilà, dans la voiture. Et puis quand on arrive ensemble chez le vétérinaire et puis qu'on repart avec aussi sans l'animal, par exemple. Voilà, donc il y a une grosse part de lien social. Et effectivement, pour moi, l'empathie, elle se fait avec les animaux, mais aussi avec les humains. C'est vraiment global, c'est un lien indissociable. J'ai lisé un commentaire, excusez-moi, qui rebondissait sur ce que vous étiez en train de dire, surtout toi, Pauline, sur le fait que dans les métiers type éducateur ou comportementaliste, c'est pas le fait de changer l'animal ou le maître, c'est vraiment apprendre au couple, maître animal, d'apprendre à se connaître, à se trouver et à trouver un équilibre pour qu'ils puissent vivre mieux au quotidien l'un avec l'autre. Est-ce que c'est une bonne définition aussi de ton métier ou c'est une bonne manière de le voir ou c'est encore complètement autre chose? Je suis complètement d'accord. Pour moi, on accompagne le binôme, en fait. Vraiment, ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Et je sais que certains éducateurs canins prennent les chiens chez eux pour les éduquer. Alors moi, quand on me pose la question, est-ce que je fais ça? Je dis, bah non, parce que c'est pas moi qui vais vivre avec le chien, en fait. C'est vous. Donc voilà, en effet, je trouve qu'on accompagne le binôme, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est une équipe. C'est une équipe. J'ai Egon qui nous demande, pour être comportementaliste, c'est quoi les critères requis? En gros, c'est quoi le savoir-faire et le savoir-être? Tu parlais de ne pas être dans le jugement. Est-ce que tu vois d'autres choses? Alors là, pas être dans... Ouais, bah... Moi, je vois encore beaucoup... évidemment aussi, je rejoignais ce que disait Delphine, être dans l'empathie avec l'animal, être dans l'empathie avec l'humain. Après, savoir-être, savoir-faire, j'avoue que j'ai jamais pensé à ça. J'aurais du mal à répondre à cette question-là, comme ça, parce que je n'ai pas réfléchi. Est-ce que, Marion, que tu es zoothérapeute, tu as un avis sur ça, sur un savoir-faire ou un savoir-être pour travailler avec les animaux dans ton métier à toi? Je rejoins un peu Colline là-dessus. C'est-à-dire qu'on est là, on n'est pas dans le jugement. Déjà, dans tout métier qui relie, dans tout métier déjà de base, il le faut. Mais encore plus quand il y a de l'humain et de l'animal qui est mêlé. On est sujet à certaines histoires de vie qui font qu'on est tous différents et certaines pathologies. C'est-à-dire que y a des gens qui vont penser. Moi, j'ai été pas mal contactée par des gens qui me disent moi, j'adore les animaux, je veux faire ça. Et oui, il faut. Tu peux pas faire ça si tu les aimes pas. Mais par contre, si tu n'aimes pas les humains, tu peux pas le faire non plus. C'est vraiment l'un qui va avec l'autre. On ne peut pas aimer que l'un ou que l'autre. On ne peut pas aimer que les humains ou que les animaux. C'est vraiment, il faut aimer autant l'un que l'autre pour pouvoir faire quelque chose, en tout cas de qualité. À mes yeux, c'est quelque chose qui est très personnel. Mais voilà, il ne faut pas être dans le jugement, toujours dans la tolérance et le respect de l'autre. Ça, c'est la base que ce soit l'humain ou l'animal. Parce que nos animaux, ils ont aussi des limites. Moi, si j'en ai autant à l'heure actuelle, c'est pour permettre que justement, sur 1 heure, ce ne soit pas que ma chienne qui prenne toutes ces émotions, toutes ces choses-là, qu'il puisse y avoir un peu de lapin, et puis après, il y a encore plein d'autres choses. Mais voilà, vraiment, le mot d'ordre, moi, je l'ai toujours dit, c'est la bienveillance et la patience aussi. La patience. Parce qu'il y a des gens qui seront toujours pressés, notamment avec les publics, je parle principalement sur les personnes âgées, des choses comme ça, où on leur dit toujours quoi faire, quand faire, que faire, machin, et que quand il y a des séances comme ça, le but, c'est qu'ils prennent le temps. Et s'il faut qu'on passe 1 heure pour accrocher un collier et une laisse, on mettra 1 heure. Et c'est pas grave, en fait. Si même j'avais prévu d'autres choses après, c'est pas grave, on les fera la séance d'après. Moi, l'objectif, c'est de pouvoir réussir à faire quelque chose. Et voilà, ne pas que... Je pense que Colline, c'est un peu pareil sur l'éducation canine. Ne pas arriver sur l'échec.
il faut toujours finir sur quelque chose de positif. Exactement. Il faut que, même si il n'a pas réussi à mettre le collier, c'est pas grave. Le collier, on peut essayer de le mettre ensemble. Ou ouais, mais en même temps, la fermeture, elle est un peu compliquée de celui-là. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est hyper important de pouvoir valoriser aussi la personne qui est en face. Parce que c'est là-dessus que les personnes vont petit à petit prendre confiance aussi. Ouais. Et puis, si je peux rajouter, c'est que quand les gens parlent de leur chien, ils parlent d'eux aussi, beaucoup. Énormément. Moi, quand je fais des bilans, j'en apprends sur les gens, mais tellement, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je rentre dans l'intimité des gens et j'en apprends énormément, quoi. Et du coup, les gens, quand vous dites à quelqu'un, ton chien est beau, c'est comme si on lui disait, t'es beau. Vraiment, il y a de ça, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais maintenant m'adresser à Anaïs, qui, je le rappelle, est présidente de l'association Sans Croquettes Fixes, qui est une association de protection animale. Toi, la place humain, animaux, est-ce que tu la vis ou pas du tout? En fait, au tout début de l'association, nous, on a toujours voulu axer sur le côté humain, en partant du principe que derrière chaque animal en souffrance, je mets bien à part les chats sauvages des rues et tout, mais il y a souvent en fait un humain qui est derrière et à force d'expérience, on va dire, depuis maintenant les plusieurs années que je fais ça, en fait, on constate qu'en parlant avec l'humain derrière, par exemple, ça peut être un humain qui simplement veut abandonner son chat, son chien, et en fait, ouvrir le dialogue et discuter avec lui, on se rend compte qu'il y a une souffrance humaine derrière et que peut-être notre travail aussi va être de pouvoir pallier un peu cette souffrance. Et je pense, au même titre que les filles qui sont exprimées, que c'est totalement indissociable si on veut faire un vrai travail. Et pour nous, faire avancer la cause, on est obligé de considérer les humains, puisque en fait, il y a des humains partout derrière, que ce soit une option, des bénévoles, tout ne peut pas, rien ne peut être fait sans la prise en compte de l'humain. Et pour l'avoir un peu observé, pareil, au fil des années, c'est vrai que dans les assos, comme on voit des choses qui sont très dures, il y en a beaucoup qui sont désespérés de l'humain, qui se disent voilà, je ne crois pas en l'humain, l'humain, il n'y a rien à en faire, je veux tout faire pour les animaux. Donc des fois, avoir des réactions un peu dures envers certains humains qui ne l'ont pas forcément mérité, puisque souvent c'est un ras-le-bol au bout de la 15e personne dans la semaine qui appelle en disant voilà, je suis allergique à mon chat, je veux m'en débarrasser. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir lui dire c'est toujours la même histoire, c'est bon. Mais en gardant en tête ce côté humain, en fait, c'est là où on peut faire, je pense, le travail le plus la cause des animaux. Hyper intéressant. Donc tout ça pour vous dire que voilà, l'aspect social est hyper présent dans toutes vos activités finalement, d'après ce que je comprends. J'avais une question d'une personne qui est en reconversion professionnelle qui aimerait savoir si vous connaissez et vous recommandez des formations de soigneurs animaliers. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des conseils par rapport à ça, ou c'est pas du tout votre domaine, ou est-ce que vous connaissez des gens? Du tout. Non, pas du tout. Non. Pas. Désolée. Moi, je sais qu'il y a il y a plusieurs écoles en France qui sont reconnues par l'État. C'est des CFPPA, souvent, c'est des centres de formation agricole. Et certains dispensent des formations de soigneurs animaliers. Okay. Alors, je crois que c'est sur 1 ou 2 ans, il me semble. Enfin, moi, c'est des infos que j'ai depuis longtemps. Ça a dû changer. Et en fait, après ça, ils vous demandent de faire des stages. Et moi, j'avais connu un jeune homme qui avait fait cette école-là. Et après, avait fait un réseau de Vincennes. Et puis, il a été employé ensuite là-bas. Ok. Ça marche. Mais les CFPPA, je vous rejoins, c'est en effet des bons centres de formation. C'est pareil, et diplômant reconnu par l'État, parce que c'est pareil pour les métiers pour éducateur canin. Le BP, c'est les CFON. Ouais. Et il faut éviter, je pense qu'il faut éviter tout ce qui se présente par correspondance, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui s'affichent pour attirer des jeunes. Et bon, on ne peut pas travailler avec des animaux par correspondance. Ça paraît être du sens, quoi. C'est très cher et c'est pas reconnu en plus. Ouais, et puis je vois pas comment. Il faut être au contact des animaux pour travailler avec eux.
Mais voilà, bah écoute, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Donc, sois vigilante déjà sur le fait que ta formation soit reconnue par l'État et évite le plus possible les formations. Donc, à distance, effectivement, c'est, comme tu dis, c'est du bon sens, mais c'est vrai qu'on peut peut-être vite se faire avoir aussi par la facilité que ça représente. Justement, parlons études. Parce que comment on en arrive à vos métiers, à vos situations actuelles? Bah toi, justement, Delphine, tu n'es pas dans les animaux, enfin, comment dire, tu ne fais pas ce métier-là, donc de taxi ambulancier, depuis le début. Non. Tu as changé de vie à un moment donné, donc raconte-nous un petit peu ton parcours de vie. Et ben moi, c'est un petit peu ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que étant sortant de la fac, enfin même avant la fac, je ne savais pas quoi faire. Donc bah, j'ai fait du droit comme ça. Mais je ne savais pas vraiment où aller. Et puis je me suis retrouvée à être juriste et je me suis spécialisée en droit de l'environnement et droit des animaux. À l'époque, c'était très peu développé, mais il y avait un petit cursus quand même. Et donc, j'ai travaillé pour des conventions internationales, pour des accords internationaux, pour la protection des mammifères marins et pour les espèces alpines. Et puis, bah, j'étais tout le temps derrière mon ordinateur. Donc, je côtoyais vraiment tous les métiers, mais moi, j'étais tout le temps dans mon bureau. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. J'avais envie d'être sur le terrain. Donc, bah, en parallèle, j'ai commencé du bénévolat dans la protection animale il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, de me décider sur ce que je voulais faire sur le terrain. Et ben, j'ai décidé d'arrêter mon travail en bureau de juriste. J'avais 40 ans, la crise de la quarantaine. Je voulais donner un sens à ma vie, à ce que je faisais. Comme je le disais, le travail, c'est là où on passe le plus de temps. Enfin, le travail ou bénévolat, parce que c'est un peu la même chose quand on passe autant de temps en bénévolat qu'en travail, c'est aussi du travail. Et du coup, voilà. Donc, à 43 ans, j'ai monté ma boîte. Voilà. Mais enfin, j'avais quand même un lien, si vous voulez, avec les animaux, mais pas sur le terrain. Pour moi, j'avais des animaux chez moi, mais concrètement, l'action sur le terrain avec des animaux, je ne la faisais pas. Et c'est le bénévolat qui m'a permis, en fait, d'enchaîner sur l'activité professionnelle. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous disais que le bénévolat peut être un bon moyen au moins de découvrir aussi ce milieu et d'en faire votre métier juste après. Ce que tu me racontais, toi, c'est que en tant que juriste, tu avais un certain niveau de vie et que pour prendre la décision de changer de vie et de travailler avec les animaux, il y avait ça que tu avais pris en compte quand même considérablement parce que ça a beaucoup évolué en fait en changeant de quotidien, en changeant de métier. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Alors oui, en fait, je gagnais très bien ma vie et j'ai décidé de faire ça, mais pas sur un coup de tête. J'ai préparé les choses pour pas me retrouver le bec dans l'eau. Parce que en ce qui me concerne, à ce jour, ça fait 4 ans que je travaille et j'ai du mal à me tirer un SMIC. Donc j'avais mis un petit peu de sous de côté pour pouvoir voir venir les choses et continuer de vivre. Voilà, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément mon métier en tout cas, c'est pas forcément un métier qui permet d'en vivre largement, donc il faut bien y réfléchir. Et et je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc il y a cet aspect-là qui est très important parce que au début c'est très bien, mais après dans le temps, il faut pouvoir continuer et durer. Et ça, faut vraiment bien y réfléchir. Après, pourquoi pas penser à une seconde activité ou il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais voilà, en ce qui me concerne, c'est comme ça que ça se passe. Mais je changerai pour rien au monde. C'est-à-dire que moi, le matin, je me lève, je suis la plus heureuse du monde dans ce que je fais. Et voilà, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais, c'est intéressant. Tu te sens vraiment épanouie et accomplie dans ton travail. Ah ouais, oh, c'est. T'as pas la pression de travailler en fait. Est-ce que c'est ça un peu le bonheur? Pour moi, je travaille pas. C'est fou ça. Moi, je travaille pas. D'ailleurs, je prends quasiment jamais de vacances. Voilà. Et ton déclic a pris combien de temps en fait? Est-ce que tu le sais depuis le début ou comment ça s'est passé? Que je voulais faire ce métier? Ouais, ouais. Non, en fait, si tu veux, comme j'ai commencé dans la protection animale, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à faire et que j'y passais énormément de temps. Donc, je me suis dit, pourquoi pas professionnaliser ce que je fais? Ça a été une évolution.
Ça a été une évolution. Après, j'ai essayé de voir si matériellement je pouvais concrétiser ça. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Sur une quinzaine d'années, pendant 10 ans, j'y pensais, mais c'était dans un coin de ma tête. Et puis, les 5 dernières années, là, par contre, effectivement, j'ai voulu enchaîner, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête. Ça marche. J'ai une personne qui demande s'il y a des débouchés dans toi, ta voie, à moins de se mettre à son compte. Est-ce que ça embauche? Est-ce qu'il y a des sociétés qui existent? Alors, taxi animalier, en France, c'est pas très connu parce que c'est pas dans la mentalité du service à la personne de ce style. Ça marche très bien aux États-Unis, ça marche très bien en Angleterre, ça marche très bien maintenant sur Paris aussi. On est plusieurs sur la région lyonnaise. Après, en général, on a une autre activité à côté parce que, comme je le disais, ça permet pas forcément d'en vivre à temps plein. Donc, moi, je fais de la garde d'animaux en plus. Voilà. Mais pour moi, c'est pas. Pour le moment, je dirais pas que c'est plutôt un secteur de niche, c'est-à-dire qui est vraiment, comment dire, réservé à vraiment une petite partie de la population pour le moment. Et c'est pas quelque chose pour moi qui embauche vraiment. Pourtant, ça répond vraiment à un besoin. Ça répond vraiment à un besoin parce qu'à chaque fois qu'on utilise mes services, on me dit mais c'est génial, je savais pas que vous existiez en fait. Et après, les personnes ne peuvent plus s'en passer parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de véhiculer leurs animaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc écoute, n'hésite pas à te renseigner là-dessus et si le métier est vraiment un métier coup de cœur, à créer ta société comme Delphine. Oui. Mais alors, est-ce que tu es souvent sur la route ou pas? Tout le temps. Tout le temps. C'est aussi un autre aspect de ton métier, c'est aimer aussi ça, finalement. Alors, j'aime pas forcément conduire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le but, en fait. Par contre, ce qui est important, c'est la résistance physique, nerveuse et physique. Et aussi du mental, c'est ce que tu me disais aussi. Oui, parce que tu accompagnes des animaux en fin de vie avec leur propriétaire à tes côtés. Oui. Donc, c'est vrai que ça doit être difficile. Ça doit vraiment être difficile. Oui, disons que, bon, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ça fait partie du métier et il faut en tenir compte. Ouais. Il faut être prêt aussi à ça. Et moi, vous disiez tout à l'heure la condition pour travailler avec les animaux. Est-ce que c'est aimer les animaux? C'est sûr, c'est la condition de base, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut avoir d'autres motivations pour le faire. Il n'y a pas que l'amour des animaux. Moi, souvent, on me dit, mais moi, j'adore les animaux, j'aimerais travailler avec eux. C'est super, c'est génial, mais ça ne suffit pas. Il faut autre chose pour pouvoir être actif et efficace. Et en ce qui me concerne aussi, c'est un truc un peu barbant à dire, mais on passe beaucoup de temps, enfin, je passe beaucoup de temps à faire du ménage. Et ça, quand on travaille avec les animaux, souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'au niveau de l'hygiène, il faut être hyper strict, hyper rigoureux, respecter les protocoles sanitaires de désinfection, etc. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas super marrant, mais ça prend une grande partie du temps de travail. Oui, bien sûr. Et j'ai donc une personne aussi qui me dit que c'est souvent la raison pour beaucoup de s'éloigner d'un métier coup de cœur, justement à cause de la résistance à la douleur qui craque envers les bêtes ou envers les hommes en l'occurrence. Voilà, ça peut au bout d'un moment être, je comprends de ton commentaire, pesant ou trop pesant au point de ne plus pouvoir le supporter. C'est sûr, comme dit Delphine, il faut être préparé à ça et en avoir conscience. Après, son métier, ce n'est pas que ça non plus. J'imagine que tu assistes aussi à des moments plus joyeux. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Des animaux qui sont guéris. Non, bien sûr. Non, mais c'est une partie qui existe. Voilà. Elle existe, oui. De toute façon, un métier passion, ça prend au trip, quoi qu'il en soit. Hein. Forcément, c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Donc, voilà, c'est aussi un aspect, peut-être un inconvénient d'un métier passion, parce qu'il en faut toujours des inconvénients. C'est d'avoir le cœur bien accroché. Pour durer, il faut effectivement, il faut faire la part des choses. Moi, rapidement, j'avais fait, quand je cherchais quel métier je pouvais faire avec les animaux aussi, j'avais envisagé d'être assistante veto. Et j'ai fait des stages
des évaluations en milieu de travail, ce qui était proposé par Pôle emploi à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. J'ai fait des stages d'assistante veto. Je passais mes journées à pleurer, en fait. Je ne supportais pas les euthanasies, je ne supportais rien. Et j'ai dit, c'est pas pour moi, quoi. Mais il a fallu le faire et être en situation pour pouvoir le... Alors que dans mon esprit, je voulais faire ce métier, mais entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit et ce qui est réellement, il y a vraiment des différences. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des stages. Ouais, bien sûr. Bah, justement, il y a Egon qui nous demande est-ce que vous avez des conseils à donner pour travailler avec des volatiles, être bénévole d'association, faire des stages, c'est ce que vous me dites. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui s'est déjà posé la question côté volatile ou pas du tout? Non. Certaines, hein. On est plus quatre pattes, poils et compagnie. Ici. Moi, je suis une colombe, hein, ça marche, c'est un peu volatile. Ouais. Et peut-être faire un stage à la LPO. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, la LPO, ouais. Ils cherchaient des services civiques en plus à une époque. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Ouais, l'hirondelle aussi, le ticodrome. Hirondelle, ticodrome, ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est le service civique pour les personnes qui nous regardent? Peut-être Marion zoothérapeute? Alors, je ne suis pas la grande spécialiste, hein. Mais en gros, service civique, de ceux que moi j'ai pu voir, j'en ai jamais fait, mais ceux que j'ai pu voir, c'était en gros de t'investir auprès d'une association, je crois principalement d'ailleurs. Et en gros, tu dégages une petite tranche, tu es payé un petit salaire, quoi. Mais derrière, du coup, là, par exemple, l'Hirondelle, je crois qu'ils cherchaient des services civiques sur 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et par exemple, c'était tout ce qui était la gestion des parcs, tout ce qui était gestion animalière. Après, ça dépend de chacun des services civiques, mais en gros, c'est une espèce de stage en prolongé sur 6 mois, quoi, qui est rémunéré à hauteur, je crois, dans les 600 €, si je ne veux pas dire de bêtises. Et là, j'ai peur de dire une bêtise. Donc, Non, de toute façon, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mais en tout cas, voilà, si tu veux plus d'informations sur le service civique, je pense que tu auras donc ce que Marion vient de te dire. Et en complément, n'hésite pas à jeter un coup d'œil aussi sur notre ami Google ou autre moteur de recherche. Mais c'est vrai que c'est un bon conseil en tout cas. Justement, toi, Marion, est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu es zoothérapeute, à quoi ça ressemble une journée de zoothérapeute? Alors, donc, je rejoins un petit peu par rapport au protocole sanitaire, c'est-à-dire que, alors, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puisque, déjà, aide-soignante de métier, le sanitaire, c'est quelque chose que, voilà, les protocoles sanitaires, c'est quelque chose d'important. Moi, il faut savoir que tous les animaux, avant de partir en séance, du coup, tout le monde est brossé avant chaque séance. Donc, vérification qu'il n'y ait pas des yeux qui coulent, qu'il n'y ait pas des griffes qui soient abîmées, qu'il n'y ait pas de problème au niveau des dents, au niveau des poils, qu'il n'y ait pas de lésions. Si jamais c'est le cas, du coup, ces animaux-là n'iront pas en séance. Parce que déjà, d'une, pour les protéger eux et pour protéger aussi les autres. Donc, le matin, promenade du chien, pour commencer. Ensuite, en fonction des horaires, donc, le temps de brossage, on va dire qu'en général, moi, quand je pars en intervention, je prends un animal de chaque espèce, donc j'en ai 4. Donc, 4 vérifications à faire. Donc, après, tu désinfectes tes cages, préparation des cages de transport. Du coup, ensuite, chargement des animaux et du matériel dans la voiture. On va sur la séance. Les séances, il faut savoir qu'en moyenne, elles durent 1 à 2 heures. Ça dépend. En général, c'est des 2 fois 1 heure. Et il peut arriver qu'on ait 2 heures de suite avec un même groupe. Donc là, nous, avant, il y a toute une préparation en amont des séances, c'est-à-dire s'il y a des objectifs particuliers, que ce soit de la motricité, de la parole, de l'expression, enfin, plein de choses. Et ensuite, du coup, on fait notre séance en fonction des publics. Retour à la maison, repos pour ceux qui sont partis le matin en général, détente pour la chienne, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça reste des éponges, hein, ces petites bêtes. Et par exemple, Lia, voilà, je sais que mes journées, en fonction des publics que j'ai, je ne peux pas avoir le même public toute une journée, par exemple. Enfin, quand on parle de toute une journée sur la zoothérapie, moi, je ne vous parlerai jamais de faire 7 heures de zoothérapie, hein, ou de médiation animale, comme vous voulez. Hein. Une journée, déjà, moi, je me refuse, et c'est déjà beaucoup, je trouve, de faire plus de 4 heures par jour.
D'accord. de séance véritablement. Parce qu'il faut savoir que si on a fait ce métier, c'est par passion pour les animaux. Et le but, c'est pas de les épuiser. Et moi, Lia, après des grosses journées, elle dort, mais elle dort bien, quoi. Elle décharge d'abord, donc on va faire des grandes. Moi, c'est une border collie, ma chienne, hein, donc Ouais. des chiens qui ont un petit peu d'énergie. Ouais, grave. Donc voilà, qui ont besoin de se dépenser et qui travaillent très très bien. Mais voilà, sur vraiment un truc qui est hyper important, et ça rejoint un peu tous les transports, enfin tous les animaux, tous les métiers autour de l'animal, hein, c'est vraiment le respect. Moi, je les appelle mes partenaires de travail, hein. Souvent, je dis nous. Ils me disent, ah, mais vous êtes plusieurs? Ouais, on est 10. Il y a une humaine et 9 animaux. Mais parce que moi, c'est mes partenaires de travail, hein, tout simplement, hein. Je le dis clair, net et précis. Bien sûr. Sans eux, je ne travaillerais pas. Alors, on a eu à le faire, par exemple, en période Covid, où je faisais des séances, tout ce qui était en lien avec l'animal, en différé, avec les personnes, parce que en fonction des établissements, ils ne voulaient pas tout de suite le retour des animaux, des choses comme ça. On a eu, parce qu'on peut travailler énormément de choses sur l'animal. Souvent, d'ailleurs, moi, j'ai des animaux avec lesquels je pars en séance en me disant, on va travailler là-dessus. Et puis, en fait, l'humeur des gens à ce moment-là fait que, en fait, ils auront envie de passer plus de temps à faire des exercices de motricité, par exemple, avec la chienne, que de faire du prendre soin sur les rongeurs. Donc, on va changer la séance. Voilà, il faut être aussi avoir vraiment un côté qui est très adaptable, en fait. Parce que, comme nous, il y a des jours avec et des jours sans. Nos animaux, ça peut être pareil, hein. Il y a des moments, j'ai sorti ou la chienne ou à un moment les lapins, où très clairement, ça tape du pied, tu fais OK, t'as pas envie. Et voilà, tu le mets à l'écart. C'est ça. Le but, c'est pas de les frustrer dans le travail, ils aiment ça. En tout cas, les miens, je les ai eus jeunes et ils ont été formés très tôt. Alors moi, c'est parce que j'ai pris un choix de les avoir jeunes, hein. Là, par exemple, je connais des collègues qui travaillent avec des chiens d'assaut et qui sont absolument incroyables, hein, et c'est des chiens qu'ils ont pris adultes et qui sont des chiens incroyables, hein. Moi, c'est que le projet, en tout cas par rapport à ma chienne, est né après. C'est elle qui a été le déclencheur du projet. De vraiment pouvoir de ton métier, bien que tu ne fasses pas des journées de 7 heures, hein, comme des journées comme nous en bureau, voilà. Est-ce que tu arrives à en vivre de ton métier? Maintenant, ouais. Ouais, ça a été un long chemin aussi. Quand je dis c'est pas des journées de 7 heures, c'est-à-dire que en général, dans une journée type, c'est une journée de 10 à 11 heures à peu près. Entre les soins des animaux, l'entretien des enclos, les sorties des uns, des autres, le prendre soin, c'est à peu près ça. C'est du 8h, 20h s'il n'y a pas de problème vétérinaire entre-temps. Parce que bien sûr, quand on en a 9, il y a forcément un problème vétérinaire. Et ça, c'est aussi des choses à prendre en compte, parce que on le sait tous, hein, pour avoir en tout cas tous des animaux, que le vétérinaire peut être un certain budget. Notamment, moi, par exemple, j'ai des vétérinaires qui sont assez sympas. Mais en début d'année, en septembre, il y a un check-up complet de tout le monde. Donc, j'arrive avec toute la troupe chez la vétérinaire. En général, elle prend sa matinée pour me recevoir. Et on fait un check-up complet de tout le monde. On met à jour les vaccins des lapins, de la chienne. On vérifie les yeux et tout ça. Moi, c'est des choses qui sont vérifiées tout le temps. Mais on fait un check-up complet avec des certificats de bonne santé aussi. De chacun des animaux que moi, je transmets aux structures. Dès le début, en fait, je leur dis, moi, j'ai les certificats. Si vous les voulez, je vous les envoie. Si vous les voulez pas, en tout cas, vous savez qu'ils sont à disposition. Et en général, ça rassure assez les structures, ce qui est normal, hein, parce qu'on est quand même dans des structures hospitalières. Enfin, moi, j'interviens dans un SSR pédiatrique. On a des enfants qui ont des gros soins, qui ont des trachéotomies. Enfin, voilà, c'est quand même, on se doit d'avoir un protocole qui est quand même strict, quoi. On est sur des publics fragilisés, donc on peut pas se permettre de se dire, ah oui, elle a peut-être un petit bobo, comme le lavage des mains. Moi, c'est un truc, avant même le Covid et tout ça, lavage des mains, c'était obligatoire en début de séance et en fin de séance pour tout le monde. Toute personne qui veut être en contact avec les animaux. Il y a vachement de normes sanitaires qui restent aussi. Bien sûr. Parce que on se doit de protéger tout le monde, hein, que ce soit nos animaux comme que ce soit les bénéficiaires des séances. Super, merci beaucoup en tout cas pour ton éclairage sur ton métier et ton quotidien. Je vais donner la parole à nos membres de l'association Sans Croquettes Fixes, qui, je le rappelle, est une association de protection animale. Donc, on a Anaïs, la présidente de l'association, et Honorine, qui est bénévole. Toi, Anaïs, j'aimerais savoir, c'est quoi ce qui t'a motivé à créer l'asso? Si c'est toi qui l'as fondé, je ne sais pas du tout d'ailleurs.
Alors oui, je l'ai fondée avec une de mes amies de l'époque. On était toutes les deux bénévoles dans la protection animale déjà. Et c'est vrai que je pense que quand on est bénévole, des fois, on a envie de se dire comment ça se passerait si je faisais mon propre truc à mon image, puisqu'il y a des choses dans les assos avec lesquels je roule où ça me plaît pas trop, où il y a des trucs que voilà, je voudrais faire autrement, ou je voudrais améliorer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment le côté humain en fait que je trouvais très délaissé D'accord. par les associations à l'époque que je fréquentais. Et donc, on a réfléchi un peu. En fait, on voulait pas faire une énième association parmi d'autres associations qui font la même chose. Et on a voulu identifier un peu là où il y avait un manquement. Donc, et à l'époque, c'était vraiment sur l'aide des sans-abri dans la prise en charge de leur animal de compagnie. Et on avait contacté plusieurs associations qui font des maraudes le soir à Lyon, donc qui distribuent des repas. Et je leur avais demandé, voilà, comment est-ce que vous envisagez la gestion des animaux? Et ils nous avaient tous répondu, bah, le truc, c'est qu'on a déjà tellement à faire avec la préparation des repas qu'on n'a pas le temps ni les moyens de se pencher sur les animaux, mais on sentait quand même qu'il y avait une vraie volonté de la part de toutes ces personnes qui est quelque chose, mais juste eux ne pouvaient pas le faire. Et c'est là où on s'est dit, bah, en fait, ce qui nous manque ici à Lyon, donc je ne sais pas ce qu'il en était dans les autres villes, mais c'était vraiment une asso pour les animaux qui va apporter en fait cette aide pour les chiens des sans-abri ou d'autres animaux, puisque au fil du temps, on a quand même découvert qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont à la rue avec des chats ou avec des lapins. Et donc, on a commencé, en fait, on récoltait de la nourriture pour les chiens et on la redistribuait, en fait, on faisait les maraudes. Puis au final, l'asso a pris une ampleur un peu inattendue en termes de moyens humains, de moyens financiers. Enfin, le concept a bien plu. Donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de bénévoles, pas mal d'argent qui rentrait et pas mal de personnes prêtes à s'investir, en fait, pour faire plus et dont des sauvetages, on va dire, un peu plus classiques de chiens et de chats. Et c'est là où on en arrive aujourd'hui, donc avec tous ces pôles un peu dispersés de l'association, où voilà, il y a les sauvetages de chats, stérilisation des chats des rues, sauvetage de chiens. Il y a toujours une distribution gratuite de croquettes toutes les semaines, à la même heure, au même endroit pour toutes les personnes, donc sans abri ou alors en situation précaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont un domicile mais qui n'ont pas forcément les moyens d'animaux, donc qui se rendent à la distribution pour avoir de la nourriture gratuite pour leurs animaux. Et donc tout ça, ça fait un peu le joyeux bordel de Sans Croquettes Fixes. Voilà. Ouais, mais c'est si beau. Mais c'est si beau. Et alors, comment on devient bénévole de Sans Croquettes Fixes? Alors, faut s'armer un peu de patience parce que les mails, c'est pas notre priorité. Donc, ça veut dire que, surtout dans des périodes comme ça où il y a énormément de sollicitations pour des urgences, c'est vrai qu'on va avoir tendance à laisser peut-être un peu de côté les propositions de bénévolat, mais il faut pas hésiter, voilà, à nous contacter une fois, même deux fois, que ce soit sur le Facebook ou par mail. Et généralement, c'est assez simple. Il y a un formulaire en ligne à remplir. Pour faire connaissance, par contre, faut bien se dire que nous, on n'est pas un refuge. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent être bénévoles dans l'asso pour en fait venir et câliner des petits chats et sortir les chiens, alors que nous, le bénévolat au sein de l'asso, c'est pas du tout ça. Ça l'est un peu l'été quand il s'agit de passer voir les animaux dans les familles d'accueil qui sont en vacances. Mais sinon, la plupart du temps, le bénévolat au sein de l'asso, ça va être beaucoup la distribution de croquettes où ils ont besoin de monde toutes les semaines. Ça va être de la récupération de dons parce qu'il faut aller tout le temps un peu aux quatre coins du département pour récupérer des dons. Ça va être la participation à des événements. Et là, on est en train de voir, mais ça va être beaucoup aussi sur le côté administratif, la com et tout, parce qu'on essaye justement de faire entendre notre cause un peu en se développant un peu partout. Donc, c'est plutôt ce genre de bénévolat que câliner les animaux, sortir les chiens. Même si de temps en temps, il y a quand même besoin, surtout pendant les vacances. Donc, voilà. Ok, super, merci beaucoup.
Et puis oui, comme tu disais, en com, vous avez fait un gros coup en faisant justement un événement Twitch sur tout un week-end où vous avez récolté plus de 12 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc Ouais, bravo c'est ça, à vous. En tout cas, vous avez eu des jolies retombées. C'était top. Bah, bravo surtout aux organisateurs parce que moi, on m'a juste dit OK, on a un projet, t'es d'accord? Je dis ouais, OK, pas de souci. et et je m'en suis pas trop mêlée en fait. Donc c'est vraiment un grand merci à la personne qui a organisé, qui a eu l'idée et qui s'est démenée pendant quasiment 1 an pour le faire, et à tous les streamers qui ont décidé de participer. Et franchement, c'est hyper top. Et voilà, et ça nous met aussi dans la dynamique qu'on souhaite depuis le début, c'est-à-dire que notre cause, elle touche vraiment tous les publics. Donc là, toucher une audience peut-être un peu plus jeune, et donc je pense qu'on va continuer à développer un peu ce réseau par la suite, quoi. Super. Bah, écoute, Corentin, si tu passes par là, on te salue chaleureusement. Et on te remercie pour la 100e fois. C'est un ami commun. Et Honorine, donc toi qui es bénévole, est-ce que tu peux me dire si tu as dû passer un entretien pour rentrer chez Sans Croquettes Fixes? Comment ça se fait? Est-ce que c'est comme un entretien d'embauche? Est-ce qu'il faut absolument dire oui, j'adore les animaux, c'est ce que je veux faire plus tard, ou pas du tout? Comment ça se passe? Alors comme je le disais tout à l'heure, donc à la base moi j'étais seulement famille d'accueil, donc j'ai vraiment envoyé un petit mail justement comme tu disais, je suis fan des animaux, j'adore ça, j'aimerais bien en accueillir chez moi, donc c'est parti de là. Et je suis restée bien 1 an famille d'accueil avant de me lancer dans le vrai bénévolat. C'est déjà du bénévolat d'être famille d'accueil, mais le bénévolat administratif si je puis dire. Et finalement, je saurais même pas trop expliquer, ça s'est fait assez naturellement, puisque c'est Anaïs aussi, enfin Nana, qui est venue me proposer de m'investir plus dans l'association, parce que j'imagine que il y avait aussi l'entente, ça se passait très bien, parce qu'on ne parlait pas seulement d'être bénévole juste pour aller récupérer des dons, etc. Elle me proposait de récupérer le poste de responsable Pôle Chat, qui est un gros poste avec beaucoup de responsabilités. Ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, pendant presque 1 an, mais pas complet, et jusqu'au jour où ça devenait un petit peu compliqué pour moi de jongler entre les cours, le boulot et l'asso, parce que j'étais tout le temps sollicitée et en fait je n'arrivais plus à rien, donc je me suis dit il vaut mieux que je laisse la place à quelqu'un qui a pas les épaules pour, mais qui a le temps nécessaire pour et l'organisation qu'il faut aussi. Parce qu'il faut savoir que quand on est bénévole comme Nana ou moi, ça demande énormément de temps sur notre temps libre en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je passais tous mes week-ends, toutes mes soirées à répondre à des messages, à accompagner les familles d'accueil, parce que en plus d'être responsable Pôle Chat, ça veut dire être référente famille d'accueil, donc accompagner les familles d'accueil dans le processus d'accueil du chat, tout expliquer et surtout ne pas les laisser seuls si jamais il y a un problème, parce que c'est pas leur animal, elles l'ont en accueil et le chat est sous la responsabilité de l'association. Donc j'avais cette responsabilité-là. Je devais gérer les sorties SPA, puisqu'on est en partenariat avec la SPA de Brignais, que je dise pas de bêtises, et de Marennes aussi. Ouais. Et donc j'organisais ces sorties SPA, les placements, je gérais aussi les abandons, donc on y revenait, on en parlait tout à l'heure, et c'est quelque chose qui est très dur à gérer aussi au quotidien, même si Nana m'a beaucoup appris à prendre sur moi pour gérer les abandons. Parce qu'au début, je me suis dit, mais quand elle m'a demandé si je pouvais gérer ça, je me suis dit, mais je vais tous les envoyer bouler, quoi, c'est pas possible. J'étais vraiment dans une optique de me dire, mais pour moi, c'est pas possible d'abandonner son animal, quoi. Et je reviens un peu sur le sujet du début, mais c'est vrai qu'au final, on se rend compte que quand on a les personnes au téléphone qui nous expliquent le pourquoi du comment ils abandonnent, et parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas. Mais la conclusion que j'ai pu en tirer, c'était de dire, c'est trop bien, parce qu'au lieu de l'abandonner, je sais pas, dans une forêt ou même je ne sais où, ils font la démarche quand même de venir vers nous et de nous demander finalement de prendre soin de l'animal qui a partagé leur vie pendant un petit temps, quoi. Et rien que ça, quelque part, on peut pas juger ou quoi que ce soit, puisque rien que cette démarche-là montre qu'il y a quand même un intérêt du bien-être animal finalement. Okay. Et excuse-moi.
Non, c'était juste pour revenir à la question de départ de comment devenir bénévole, mais finalement, il y a un questionnaire comme Nana le disait, et surtout, ça se fait aussi au feeling, et puis en fonction de ce que vous voulez faire aussi, parce qu'il y a vraiment un panel de missions. Enfin, tout le monde peut trouver son bonheur en tant que bénévole, en ayant bien évidemment la passion des animaux, mais vraiment, que ce soit de l'administratif, du terrain, de la com aussi, enfin, on a des besoins un peu de partout finalement. Ouais, complètement. Si je peux juste rebondir sur ce que dit Honorine, en fait, dans le cas d'Honorine particulièrement, et on va dire de toutes les personnes qui ont pris, entre guillemets, des responsabilités au fil du temps au sein de l'association, ça a été plutôt, enfin, on observe beaucoup de notre côté comment ça se passe avec les bénévoles, on essaye comme on peut de connaître un peu tout le monde, et c'est vrai que des fois, il y a, on va dire, des personnalités qui se démarquent un peu par la présence sur certains événements, par leur façon de voir les choses. Aussi, on arrive un peu au fil du temps à voir comment ils réagissent sous la pression, face à quelqu'un de compliqué, s'ils ont, entre guillemets, les connaissances nécessaires pour accompagner une famille d'accueil, en fait, dans le processus. Et généralement, en fait, tout le monde commence un peu en tâtonnant, on ne sait pas trop quoi faire, on fait 2-3 trucs, puis peu à peu, les bénévoles se mettent dans un groupe un peu plus grand. Bon, là, à cause du Covid, on n'a pas pu le faire, mais c'est vrai qu'on est quand même assez la partie fun, ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, quand il y a une personnalité qui se révèle bien investie, puis généralement qui va le dire d'une façon ou d'une autre, j'aimerais faire plus, c'est là où on va déléguer quand même on va dire, un peu plus de responsabilités et ça se fait petit à petit. C'est vrai qu'une personne qu'on ne connaît pas du tout, qui sort nulle part et qui nous dit demain je veux gérer ça et ça, ça va être compliqué parce que par expérience on a déjà fait confiance à des personnes qu'on connaissait pas trop, puis au final ça n'a pas matché parce qu'il n'y avait pas la motivation, les connaissances, on ne partageait pas les mêmes valeurs, donc ça peut être un peu long à arriver, on va dire, à un poste de bénévole comme Honorine. Mais, que je ne suis plus, je précise. alors ça, c'est ce qu'elle dit. Mais pour moi, elle est en pause. Donc, on verra après. Mais tout ça pour dire que, bon, de toute façon, il y a tellement de trucs à faire. Et avec le temps, il y a encore plus de possibilités qui s'ouvrent. Et il faut pas oser, il faut oser demander aussi, parce qu'au début, j'étais juste famille d'accueil et je me suis dit, j'aimerais bien faire plus, mais j'osais pas forcément dire, etc. Et finalement, faut pas avoir peur. Au départ, moi, j'étais sur des missions de com, Nana. Et au final, je m'y suis pas tenue parce que ce qui m'intéressait, finalement, c'était ce côté lien animal-humain qui m'intéressait beaucoup aussi. Et tout est adaptable, en fait. Voilà. Super, merci beaucoup. En tout cas, ça me semble être une bonne expérience, une bonne idée pour travailler avec les animaux, mais en fait, c'est une bonne idée pour tous les métiers finalement, quels qu'ils soient. Comme l'a dit Honorine, vous pouvez travailler être bénévole, pour la partie communication de cette cause-là. Et moi, je trouve que c'est un très bon plan, en tout cas, pour vraiment apprendre à se connaître aussi, enrichir son CV, parce que je pense que ça, vous pouvez le valoriser vraiment super bien auprès de qui vous voulez. Je sais que nous, du côté de la com, on a pas mal d'étudiants qui nous contactent. Et pour mettre en place des choses et tout, ça nous a permis de faire des trucs hyper sympas aussi. Et ça joue quand même pas mal pour évoluer aussi un peu dans ce milieu professionnellement. C'est vrai qu'une expérience dans une asso, que ce soit auprès des animaux ou même sur de la com, je pense vraiment que ça a une valeur ajoutée pour trouver une alternance ou quelque chose d'autre. Voilà, le seul truc que je précise, c'est qu'on accepte vraiment les bénévoles. Par contre, on ne peut pas prendre de stagiaires. Je reçois quasiment tous les jours des personnes qui veulent faire un stage auprès de l'asso. Et ça, on n'a pas la structure ni le temps pour apporter nos connaissances en fait vraiment à quelqu'un. Mais en termes de bénévolat, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient marqué community management à 5 roquettes fixes dans leur CV, et j'espère que ça peut faire un peu la différence aussi pour elle au moment de trouver une alternance ou même un boulot. Ça a fait la différence chez Hello Charlie, donc. Exactement. Marion Massage, pourquoi est-ce que tu es masseuse? Pourquoi avoir choisi ce métier?
Pourquoi? Eh bien, parce que je voulais retrouver le contact avec les animaux dans mon travail. Et à ce moment-là, j'avais une connaissance assez, on va dire, réduite de tous les métiers qui tournent autour des animaux, hein, parce que bah, malgré tout, en sortant de lycée, à part vétérinaire, ASV, ou bien que ça va être moniteur, palefrenier ou soigneur, voilà, on n'en sait pas plus. Et je voulais aussi trouver un côté qui maintienne la passion et qui ne me dégoûte pas du contact avec les animaux, qui ne me lasse pas avec le temps. Et c'était vraiment la partie bien-être, en fait, accompagner les animaux dans leur bien-être qui m'a beaucoup plu. D'accord. Et c'est en partie en accompagnant aussi le cheval d'une amie qui a eu une blessure que j'ai découvert le métier, parce que les massages vont aussi accompagner pour tout ce qui est rééducation post-blessure, tout ça. Que j'ai découvert ça et je me suis dit pourquoi pas tenter. C'était une formation en plus qui se faisait en 1 an et comme j'avais déjà fait 5 ans d'études auparavant dans un domaine qui finalement n'était pas porteur, voilà, je me sentais pas de me relancer dans quelque chose de trop long et ça s'est présenté de manière idéale en fait. Voilà, conjoncture idéale. Et donc pourquoi les personnes font-elles appel à toi en général? Pour quel motif? Alors, pour quel motif c'est un métier qui est encore très peu connu. Voilà, souvent, ça va être conseillé par quelqu'un qui a testé les massages ou bien un autre professionnel parce qu'on considère qu'on est quasiment tous complémentaires. Hein. Certains vont agir sur une partie, moi je vais agir sur d'autres avec les muscles, les massages sur les muscles. Souvent, c'est pour apporter un moment bien-être à leur animal. C'est vrai qu'on a souvent cette idée des massages confort, bien-être, détente. Il y a beaucoup de ça, c'est sûr. Et il y a aussi l'aspect suivi, en fait, suivre un animal sportif, que ce soit un chien, un cheval. Parce que c'est un athlète comme nous. Ça peut être notre compagnon de vie comme un athlète, il bouge, il nous accompagne partout. Donc voilà, c'est aussi les suivre sur le long terme pour leur apporter du confort dans leur vie de tous les jours. Et alors, comment on devient masseur pour des animaux? Tu apprends ça comment? Alors, tu apprends ça sur une formation. Actuellement, il n'y en a qu'une seule qui est reconnue en France d'ailleurs et qui est certifiante. C'est la formation Equiphysio. Ça dure quasiment 1 an. Enfin, moi, j'ai fait un petit peu plus parce qu'on avait un mémoire à présenter quelques mois plus tard. D'accord. Il y a à peu près 1000 heures de formation avec beaucoup de stages, beaucoup de pratiques à côté. Donc, on mange de la théorie, de l'anatomie pendant des heures et puis ensuite, on va s'entraîner sur le terrain. On a des petits comptes rendus à faire. Et le but, en fait, c'est de développer sa main, de développer son ressenti par sa main. Voilà, pour aller sentir tout ce qui se passe sous la peau des animaux, quoi. Et alors, c'est quoi Ah, excuse-moi, tu n'avais pas terminé. Ouais, non, j'allais dire pour terminer, voilà, c'est un examen avec un mémoire. Enfin, moi, j'ai présenté un mémoire à l'époque. Il me semble qu'ils sont toujours restés sur ce format ou des comptes rendus sur des études de cas en particulier. Et alors, c'est quoi pour toi être un bon masseur? Ah c'est difficile. Je pense que c'est surtout être à l'écoute de l'animal. Parce qu'on le touche et il faut aussi le lire. Alors, on va le lire dans la main, mais on va aussi le lire par rapport à ses réactions. On doit s'adapter à lui pour lui apporter du confort, éviter d'être dans la douleur pour libérer quelque chose. Vraiment, le but, c'est de lui apporter du bien-être, du mieux-être même, je dirais, dans certains cas. Et ça me fait penser un petit peu à ce que disaient les filles tout à l'heure. Malgré tout, l'aspect humain compte parce que voilà, c'est expliquer comment l'humain peut soulager son animal aussi entre-temps. Qu'est-ce qui fait que cette situation est arrivée? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette situation? Et voilà, c'est aussi sensibiliser l'humain beaucoup. Donc, l'aspect relationnel est à ne pas négliger. Alors, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la différence entre ostéopathe et masseur animalier? Oui, alors les ostéopathes vont principalement agir sur le squelette, le système osseux, et moi sur le système musculaire.
Ok. Alors, sachant qu'en plus, les formations n'ont rien à voir. Hein. Aujourd'hui, pour être ostéopathe animalier, il faut 5 ans d'études dans une école. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a un examen supplémentaire de l'ordre vétérinaire. Ok. Bien d'être d'abord masseur, puis ostéopathe. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est des carrières qui se font? Tout à fait. Si on aime les études et que on a envie d'apprendre encore et encore, et c'est ça aussi les métiers qui sont liés aux animaux, je pense, hein, parce que quasiment tous on continue à se former tant qu'on peut, à aller chercher des infos à droite à gauche, à échanger avec tous les professionnels. Oui, c'est complètement compatible parce qu'on a des approches peut-être un petit peu différentes, mais qui se rejoignent à certains moments. Et c'est d'ailleurs très sympa d'échanger entre professionnels pour voir, moi, avec cet aspect-là, comment je peux intervenir sur telle chose et lui autrement pour avoir des résultats, quoi. Carrément. Merci beaucoup en tout cas pour ce tour d'horizon. Et on va terminer ce live avec Pauline, qui est éducatrice canine et éducatrice spécialisée. Aujourd'hui, on avait beaucoup d'intervenants, c'est trop cool. Donc désolé, on gratte un petit peu quelques minutes avec vous, mais on veut en profiter quand même que vous soyez là. Pauline, c'est quoi le métier d'éducatrice canine? Alors, le métier d'éducateur canin, du coup, c'est d'accompagner l'homme et l'animal pour en effet avoir une relation équilibrée. Alors, ça peut être l'éducation du chiot, donc des gens qui vont appeler pour dire, voilà, je vais prendre un chiot, j'ai besoin en fait d'avoir les bonnes bases avec lui. Ça peut être, même avant ça, ça peut être des gens qui font des rendez-vous pré-acquisition. Donc ça, moi, je trouve que c'est le top. C'est des gens qui s'interrogent, qui disent, voilà, j'ai envie de prendre un chien. Quelle race? Comment? Par assaut, pas par assaut, une race, pas une race. Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place à l'arrivée du chien? Ça, c'est top. On en voit moi, en tout cas, j'en vois de plus en plus. Donc ça, c'est génial. Okay. Et ça peut être aussi de la rééducation comportementale, parce que du coup, j'ai le diplôme d'éducateur canin comportementaliste, donc je vais aussi traiter les problèmes de comportement. Donc des gens qui se retrouvent avec des comportements, leur chien présente des conduites problématiques, donc il agresse les autres chiens, il mord les humains, il aboie quand je suis pas là, enfin, il y a une multitude de problématiques. Et du coup, ça va être comment accompagner l'humain et le chien, du coup, à régler ce problème, quoi. Et donc, tu as passé ton diplôme d'éducatrice canin en plus de ton métier d'éducatrice spécialisée. Qu'est-ce qui t'a motivée à passer ce diplôme-là? Et c'était vraiment, alors déjà, parce que j'aimais les chiens, mais aussi parce que c'était mes rencontres avec les gens de la rue et avec leurs chiens. C'est vraiment, moi, en tout cas, de mon expérience, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de dire, quand j'ai accueilli des gens, quand je bossais dans les structures ou avec des gens de la rue, qu'en fait, en parlant avec eux de leurs chiens, ils me parlaient d'eux et que ça ouvrait des portes incroyables, quoi. Et moi, c'est vraiment ça, mais j'ai un profil peut-être un peu atypique par rapport à certains de mes confrères parce que je n'en vis pas de l'éducation canine et c'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est vraiment de faire les deux. Donc, de continuer à travailler dans le social, voilà, on ne gagne pas des milliers et des cents, hein, voilà, je peux dire, dans le social, mais en tant qu'éducateur canin non plus, hein, faut pas imaginer qu'on se fait 5000 balles par mois. Enfin, moi, j'en connais pas, hein, j'en connais pas. Et du coup, voilà, moi, donc c'est vrai que j'aurais pas le profil peut-être typique parce que moi, mon souhait, c'est de faire les deux pour justement pouvoir à la fois, encore une fois, travailler avec des gens comme vous et moi qui sont propriétaires de chiens ou des gens de la rue qui ont du coup pas les moyens et je vais être rémunérée par des associations où je vais faire ça bénévolement. Et comment tu gères ton emploi du temps alors avec tes deux activités? Alors, l'avantage, c'est que j'ai trouvé un poste où je suis à mi-temps, un poste de salariat où je suis éducatrice spécialisée et éducateur canin, dans une structure à Lyon 8 qui accueille des personnes à la rue avec chiens, entre autres. On accueille 10 hommes avec leurs chiens. Donc, moi, j'ai un regard sur ces 10-là. Et je m'occupe de toute la partie chien là-bas. Et donc, je suis à mi-temps, donc je travaille 2 ou 3 jours par semaine. Et le reste du temps, du coup, j'ai ma clientèle. Donc, je peux bosser le samedi et le dimanche. Ça, faut pas en avoir peur. Ouais. Donc parfois, ça peut m'arriver de bosser 7 jours sur 7, en fait. Ça dépend des semaines. Ok. Et du coup, c'est vrai que le souhait aussi de ne pas être qu'à mon compte, alors ça, c'était encore un choix très personnel, c'est que tous mes collègues éducateurs canins qui n'ont pas pu travailler, ils étaient un peu dans la mouise. Moi, j'avais l'avantage d'avoir à la fois un salariat qui, du coup, m'a permis d'être en arrêt et du coup, d'avoir quand même un revenu.
Et ça, je trouve que c'est pas négligeable. Parce qu'en plus, la concurrence dans le Rhône, elle est hyper importante. D'accord. Parce que notre profession est quand même pas... Alors déjà, il y a le CFPPA de Sibins qui forme 40 éducateurs canins par an, ce qui est énorme, en sachant qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui bougent. C'est-à-dire que les gens font une formation dans une région et restent. Ça, voilà. Donc, il y a déjà cette école-là. Hein. Et ensuite, il y a toutes les autres formations qui sont pas reconnues par l'État, les formations par correspondance et tutti quanti. Et du coup, malheureusement, vous avez plein de gens qui se disent éducateurs canins et voilà, et c'est pas bien encadré et qui peuvent exercer. Et voilà, et du coup, on est nombreux. Donc après, il faut réussir à se tirer son épingle du jeu. Moi, je pense que voilà, quand on a quelque chose qui fait la différence, que ce soit sa personnalité, sa façon de travailler. Alors évidemment, il faut être bon avec les chiens, hein, ça c'est sûr. Mais encore une fois, il faut être bon avec les gens aussi. Et il faut avoir ce petit truc qui fait la différence, qui fait que on se dit voilà, moi j'ai envie plutôt d'aller voir elle que lui ou l'inverse, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Savoir se différencier. Est-ce que j'avais une question donc pour toi, Marion, est-ce que métier masseur animalier, est-ce que c'est un métier accessible? Accessible, c'est-à-dire Je pense accessible. Non, est-ce que c'est relativement simple de devenir masseur animalier ou pas? Est-ce qu'il faut avoir des compétences et des connaissances? Alors, déjà, il faut un goût, une passion pour les équidés et canidés, hein, ça c'est clair. Ensuite, accessible, oui, si on a l'envie de travailler, hein, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses à apprendre. On a quand même pas mal de cours. Mais voilà, si on est passionné, globalement, ça passe. Ouais, Voilà. c'est l'ingrédient secret un peu pour tous, à la passion. Ouais. Franchement, enfin, c'est moi ce qui m'a permis, je pense, de tenir. Oui, c'est ça. Hein. Puis de toute façon, c'est pas le genre de métier qu'on invente comme ça. Hein. Bien sûr. Ça reste accessible tant qu'on est passionné. Je suis désolée, moi, il faut vraiment que je vous laisse. Je vais chercher mon fils. Donc, vas-y. Désolée. De toute façon, j'allais conclure. Merci beaucoup, en tout cas, Colline. Pas de souci, t'inquiète pas. De toute façon, j'allais terminer. Et puis c'était chouette de rencontrer les autres. Mais ouais. Pareil. Pas de souci. Merci beaucoup, Colline. À très vite. Salut. Donc, merci beaucoup. À Un résultat et au pire avec un chien qui aura des traumas à gérer et donc voilà. Voilà, c'était mon petit point. Je crois qu'il y a plus de son sur le... C'est bon, normalement c'est réglé. Pardon. Sur le positif, pas le coercitif. Oui, non, c'est important ce que tu as dit, effectivement. C'est important. Après, je pense que ça s'étend aussi à tous les, malheureusement, tous les professionnels, on va dire, qui régissent le secteur des animaux, parce que les animaux, c'est facile, parce que c'est, entre guillemets, c'est mignon. Donc, il y en a plein qui vont vouloir bosser aux côtés des animaux. Même nous, dans les assos, on le voit. Et qui peuvent faire un peu n'importe quoi. Et ça peut être dangereux autant pour les animaux que pour les humains derrière. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à se renseigner, à demander
même, voilà, nous, on répond souvent à des messages. Est-ce qu'au fait, vous connaissez telle ou telle personne dans le secteur? Voilà, quoi, c'est regarder les avis sur Google, se renseigner un peu plus sur la façon de voir les choses. Ça permet je pense, je sais pas quel est le mot, mais de se rendre en rendez-vous en toute connaissance de cause, quoi. Delphine, tu es d'accord avec ça aussi? Ah bah oui, à 100%. Ouais. Surtout que je pense qu'en termes de transport animalier, il doit y en avoir pas mal qui proposent ça un peu au black. Ouais, et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, les Uber ou qui sécurisent pas un animal blessé pendant le transport. Puis même pour la garde, je fais de la garde aussi. La garde, il y a des choses qu'il faut aussi. Enfin, il faut faire attention à certaines choses, hein, pas laisser une fenêtre ouverte, ce genre de choses qui paraissent tellement simples, mais quand vous confiez ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui va pas détecter non plus des signes de souffrance enfin voilà. Après, les gens se plaignent. J'ai souvent des clients qui reviennent vers moi parce qu'ils ont testé ce genre de méthode et qui ont eu des soucis. Animal perdu, animal défenestré, etc. Du coup, ils se disent, on va peut-être revenir vers quelqu'un dont c'est le métier, qui au niveau assurance et sérieux est un peu plus cadré. Mais c'est vrai qu'aussi pour les transports, il faut faire attention sur la sécurité du transport, bien sûr. Ça marche. Merci beaucoup à toutes. On va clôturer le live là-dessus. C'était vraiment passionnant. J'ai appris énormément de choses. J'espère que vous aussi, dans le chat, vous avez appris beaucoup de choses. On a essayé de balayer le plus possible tous vos métiers. Il y avait un spectre de métiers relativement important rien qu'entre nous. Je pense que comme tout bon secteur aussi, il y a une multitude de métiers qui existent et qui se créent aussi. Je pense qu'il y a des nouveaux métiers aussi qui émergent. En tout cas, n'hésitez pas, première chose, à rejoindre notre communauté sur Discord, qui est une communauté dédiée à l'orientation justement scolaire et professionnelle. Si vous souhaitez qu'on organise un nouveau live plus tard au mois de septembre, octobre sur les métiers autour des animaux, dites-le nous, on sera ravis de reparler de ce sujet-là. On vous donnera accès aussi au sein de la communauté Discord à notre application qui est juste ici, qui s'appelle Hello Charlie, dans laquelle on a créé un univers de métiers justement autour des métiers autour des animaux. Donc voilà, n'hésitez pas à la télécharger, à obtenir votre code d'accès sur Discord pour pouvoir potasser tout ce joli contenu qu'on vous a créé sur les métiers autour des animaux. C'était le dernier live métier de la saison. Donc merci beaucoup à toutes. Pour les live métiers, on se retrouve à la rentrée de septembre. On vous a concocté un programme aux petits oignons. En attendant, c'est place au programme d'été dorénavant. On vous a préparé aussi un petit programme d'été assez sympathique qui s'adresse en particulier aux bacheliers qui vont changer de vie, qui vont entrer dans les études supérieures. Voilà, avec un premier live, si je dis pas de bêtises, le 15 juillet sur comment trouver un logement. Voilà, on sera aussi avec des partenaires et des personnes qui pourront répondre à vos questions. Et la semaine prochaine, on se fait un petit live tranquille sur Discord de retour d'expérience. Ce que vous avez pensé de nos live métiers, de nos live orientation, de notre communauté Discord. Voilà, on se posera avec vous pour avoir vos suggestions et vos idées pour qu'on puisse commencer la rentrée comme Jaja sur la Charlie Family. Merci beaucoup en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et puis voilà, à très vite les filles, restez avec nous sur Skype, ne partez pas, on va vous remercier. Et puis les autres, à très vite sur Discord. Bye.